Bonjour, vous voyez sur mon chapeau un nœud papillon? Bien, je l'ai mis là pour trois raisons. Parce qu'aujourd'hui, c'est la fête. On publie la brochure Lac Mégantic raconté. Et le mot raconté est important parce que ce n'est pas un livre d'histoire ordinaire, c'est un livre d'histoire dans lequel vous allez avoir des commentaires, des impressions. Donc, le nœud papillon, à cause de la fête, bien sûr. Et la deuxième raison, parce qu'on a des papillons dans l'estomac. On veut que vous aimiez cette histoire-là autant que nous. Fait qu'on est un peu stressé. Et la troisième raison, c'est parce qu'on a osé, avec l'histoire, aller un petit peu plus loin cette fois-là. On a osé l'imaginaire, inspiré par le décor qu'il y a autour de nous, on a imaginé une mythologie. Un peu à la manière des poèmes japonais, les haïkus de 17 syllabes, 3 vers. Un exemple, un papillon distrait s'est posé sur ma joue. Je suis une fleur. Pourquoi pas? Pourquoi pas avec l'histoire, oser aller jusque-là? Parce que si ailleurs, à Magog, on a par exemple le monstre du lac, ailleurs, ils ont le Yéti, pourquoi nous, on n'aurait pas un imaginaire? Et ce sera à nous de l'inventer et de le proposer aux autres. Je vous présente les personnages, les trois greeters que vous allez trouver sur la page couverture. Vous avez Léo, Léa et Éole. Éole, vous voyez là, il est couché, il regarde le ciel. Son nez sépare le lac en deux et son menton devient le cou de Éole. Donc, ça personnifie les trois greeters et vous allez voir dans la brochure que les messagers que vous allez trouver dans le pack, bien, on se dit que ce sont Léo, Léa et Éole qui sortent du bain et qui ont trouvé leur étoile. Vous allez pouvoir le vérifier parce que la balade ne donnera pas tout ce qui est dans le livre. Vous aurez la brochure à vous procurer plus tard, mais va vous donner une bonne idée de ce qui se dit. Vous allez trouver aussi dans la brochure 2 photos de forêt. Pourquoi? Parce que très souvent, on dit que Lac Mégantic est né avec le train qui est arrivé en 1878. C'est vrai. Mais pourquoi le train est venu ici? À cause de la forêt, des énormes ressources forestières qu'il y avait ici. Et il y avait des gens bien placés qui avaient des concessions forestières et ça tombait bien que le train passe par Lac Mégantic pour vendre. D'ailleurs, on vit encore du bois. Bestar, Tafisa, c'est du bois. Lac Mégantic n'est pas sorti du bois, là. Il est encore dedans, il en vit et il faut en prendre conscience. Pour vous raconter cette histoire-là, on va vous éviter l'indigestion de dates. On va vous donner 3 mots pour que vous puissiez à votre tour la raconter avec facilité. Les 3 mots qu'on vous donne, qui résument l'histoire de Lac Mégantic, c'est destination, en particulier pour les Abénaquis au début. Passage, il est passé à Lac Mégantic, vous ne pouvez pas vous imaginer tout ce qui est passé à Lac Mégantic d'important, de personnages et d'événements. Et le dernier mot, c'est unique. Il y a à Lac Mégantic des événements uniques, des personnalités uniques, puis des personnages uniques, très colorés. Vous allez vous en rendre compte au cours. Et pour commencer, bien d'abord, il faut bien connaître ce que signifie le mot mégantic. Son origine, mégantic vient de Namesso-Kangic, c'est un mot abénaki qui signifie lieu où se tiennent les poissons. Et c'est important parce que les Abénakis venaient à Lac Mégantic, ils partaient du Maine et il y avait un arrêt Lac Mégantic avant d'aller à Québec parce qu'il y avait un lac poissonneux. Les lacs étaient tellement poissonneux qu'en 1860, il y avait de la pêche commerciale sur le lac et ce poisson-là était vendu à Boston. Je ne sais pas dans quel état il est arrivé à Boston, mais il fallait quand même imaginer qu'il y avait beaucoup de poissons. Le mot Abénaki, ça vient de Waban, qui veut dire lumière, et Aki, qui veut dire terre. Donc, les Abénakis, c'est le peuple de la lumière du matin, le peuple de l'Est, si vous voulez. Et cette histoire-là est intéressante. Ils n'ont pas resté ici en permanence, mais ils étaient plutôt de passage. Ils ont été en permanence quand ils ont été chassés par les Iroquois. Mais on en reparlera au cours de la balade. Nous sommes ici sur le site qui fait le lien entre la ville de Lac Mégantic et la montagne, c'est-à-dire ce lien-là, ce sont les étoiles, le ciel étoilé. Parce qu'on trouve sur le mont Mégantic un observatoire. Tout ça, ça nous rappelle le mot destination qu'on s'était donné au départ, parce que nous sommes de la poussière d'étoiles et nous allons probablement retourner poussière d'étoiles à ce qu'on dit. Et la destination, Mégantic a toujours été une destination d'abord pour les Abénakis.
l'été, parce que quand ils partaient du Maine pour aller à Québec faire du commerce, ils s'arrêtaient à la tête du lac ou sur les bords du lac pour pêcher, parce qu'on l'a dit tantôt, Namesso-Kangic veut dire lac poissonneux. Et comme la rivière était le premier chemin qui liait Québec à la côte du Maine, bien, ça a été aussi un lieu de passage. Donc la destination, en premier pour les Abénaquis. En deuxième, Mégantic était une destination avec l'arrivée du train en 1878 sur les hauteurs de Écoveil, c'est-à-dire juste à la hauteur de Baie-des-Sables. Le train s'arrêtait là, ça a été la première gare. Et à partir de ce moment-là, la compagnie chemin de fer canadien-Pacifique a placé de la publicité dans les journaux américains et ontariens pour inviter les gens à venir sur les bords du lac parce que, tranquillement, on voulait développer de la villégiature. Il y avait, dès le départ, en 1887, par exemple, il y avait la fondation du club de chasse Mégantic Fish and Game, qui est devenu le club Macanamak. Et là, ça a attiré beaucoup d'étrangers. D'ailleurs, ce club de chasse et de pêche était sur les deux côtés de la frontière en même temps. C'est quand même assez inusité. Parce que, disons que les Américains se sentent chez eux souvent partout où ils sont. Donc, les villégiateurs, il y en a encore qui ont des chalets autour du lac, qui ont hérité de leurs ancêtres de Boston, par exemple, qui habitent. Donc, la chasse et la pêche étaient très populaires. Puis il y avait tellement de poissons, tellement de gibier, qu'il y a des braconniers, par exemple, qui ont tué pendant un seul hiver 300 chevreuils. D'autres braconniers, pendant une autre saison, ont tué 265 orignaux pour ne récolter que la peau. Ils ne s'occupaient même pas de la viande. Fait que ça vous dit à quel point c'était vaste et giboyeux. Destination aussi, on veut que Mégantic redevienne une destination touristique, mais là, actuellement, on hésite entre le spectacle multimédia et le retour à la nature, s'intégrer dedans. On ne sait pas ce que ça va donner, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment le choix de choisir la nature. En tout cas, on verra l'avenir. Et l'autre point de vue pour la destination, c'est que le centre-ville, on est à le reconstruire. Et on voudrait que les gens reviennent l'habiter, un centre-ville habité. Et pour ce faire, bien, on a tablé sur la nature de ce côté-là. Parce que le lac Mégantic s'est associé à un mouvement Citaslo qui, lui, privilégie l'environnement, le retour paisible, la nature, etc. Et vous avez dans le centre-ville, on a élargi la rue. Avant, la rue était large, mais c'était pour la circulation routière. Maintenant, on a gardé le même espace, mais on a doublé et triplé l'espace trottoir et piéton pour que ce soit un lieu de rencontre. Et sous l'asphalte, vous avez remarqué qu'au centre-ville, il n'y a plus de poteaux électriques de l'Hydro-Québec. La fibre optique est enfouie. Tout est semé. Ça va finir par pousser. Tranquillement, on voit les édifices lever les uns après les autres. Il faut juste être patient pour ne pas commettre trop d'erreurs en étant trop pressé. Mais les choses se font bien, évoluent bien, et cette destination-là est intéressante parce qu'avec la fibre optique, on n'a plus besoin d'habiter Montréal ou Québec. On est lié au reste du monde avec l'Internet et on peut profiter de la nature tout en ayant les avantages à cause de la communication d'être près de la ville, tout simplement. Voilà ce qui termine le point de vue destination. Alors, au niveau du passage, les premiers à passer ici ont été les gens du Paléo-Indien. Quand on a fait les recherches pour notre histoire sur le lac Mégantic, on s'est rendu compte que le lac Mégantic, ça débutait il y a très longtemps. Il y a 14 000 ans, le glacier recouvrait le lac au complet. Le premier endroit qui a été dégagé, c'est à la tête du lac, un promontoire entre le lac des Araignées, le lac des Joncs et le lac Mégantic. Après, la moraine a fondu. Ça a pris 700 ans avant que le glacier soit rendu ici, où on est placé, à lac Mégantic. Là, 12 000 ans après, les Clovis sont arrivés. Les Clovis. Qui sont les Clovis?
Les Clovis font partie des premiers Américains, l'Amérique du Nord. Et pourquoi qu'on peut dire que ce sont les Clovis? Parce qu'ils ont trouvé des pointes de flèches à cannelure. Vous avez une représentation ici. C'est une flèche qui était taillée et à ce moment-là, ils coupaient une éclisse en avant et en arrière pour pouvoir bien la rentrer dans le bâton. C'était des lances. C'est des pierres de lance, ce n'est pas des pierres de flèche. Bon, maintenant, pourquoi les Clovis? Pourquoi ils s'appellent les Clovis? Moi, je suis très curieuse au niveau de l'archéologie. Je voulais savoir d'où ils viennent. Premièrement, comment ça se fait que ces gens-là sont arrivés en Amérique? Parce que nous, ici, on était couverts de glace. Les archéologues pensent qu'ils ont traversé la Béringie, le détroit de Bering, quand il n'était pas submergé, entre les années 35 000 et 40 000 ans. C'était des gens qu'on appelle mongoloïdes, qui venaient de la Sibérie, de l'Indonésie, et ils sont descendus tranquillement parce qu'il y a eu un grand couloir où les glaciers c'était libre. On peut situer ça à peu près où était l'Alberta. Ils sont descendus jusque dans le centre des États-Unis. Et après, 20 000 ans après, tout s'est refermé et le Canada au complet était couvert de glace. Ces gens-là sont descendus, ils ont commencé à peupler tout le bas parce que là, déjà là, il y avait des plantations, il y avait des choses qui poussaient et c'était des chasseurs de gros animaux. Donc, les mammouths, les bisons, les caribous. Fait que ils ont pris le détroit et la Béringie parce qu'ils suivaient les animaux. Et ces animaux-là étaient ici. Tranquillement, les animaux, eux, ont commencé à remonter vers le Canada, on pourrait dire. Et c'est à ce moment-là que les Clovis suivaient. Puis eux, ils se nourrissaient de caribous parce qu'il restait presque plus de mammouths à ce moment-là. Et le caribou leur servait, c'était plus pratique pour les vêtements, c'était plus chaud. Et puis pour faire les tentes aussi, puis les bois, parce qu'il n'y avait pas d'arbres. Fait qu'ils prenaient les bois puis les os pour construire leur maison. Clovis, on se dit, mais comment ça se fait ce nom-là? C'est parce que la première pointe a été trouvée à Clovis. C'est une ville au Nouveau-Mexique. Ils sont partis du Nouveau-Mexique. Il y a eu d'autres pointes trouvées par après, mais toujours transformées, mais d'après cette pointe-là. Celles qui ont trouvées au Nouveau-Mexique dataient de 12 000 ans. Et celles trouvées à la tête du lac ici dataient de 12 000 ans aussi là, par le carbone 14. Ça, c'est très, très captivant de savoir ça. Premièrement, c'était des tailleurs de pierre et il n'y a pas eu de campement. Ils n'ont pas trouvé de campement où les gens... C'était des nomades. Ils se transportaient, ils suivaient les caribous. Puis les pierres qu'ils ont trouvées, les pierres qui venaient des montagnes du Maine, du New Hampshire, ils trouvaient des pierres, puis ils les taillaient, puis ils en ont trouvé des parfaites sur place. Comment ça se fait qu'ils en ont trouvé des parfaites sur place? C'est que probablement qu'ils les ont échappées ou ils les ont oubliées dans un animal. Fait qu'ils peuvent dire par quel endroit ils sont passés tout au long en s'en venant. Moi, je trouve intéressant aussi de voir que eux, c'était des tailleurs de pierre. Et puis, à un jet de pierre, j'aime ça me mettre dans l'histoire, le film Odyssée 2001. Quand l'homme préhistorique lance son os dans les airs et puis tout d'un coup, on est dans l'espace. À très peu de millage, très peu de distance, vous avez le mont Mégantic, qui est l'observatoire, où il y a le seul observatoire dans l'Amérique, en l'est de l'Amérique, incluant les États-Unis. C'est le seul observatoire. Et là, ils étudient le passé en quadrillant le ciel. Et les archéologues sur le site de Cliche-Rancourt étudient le passé en quadrillant le sol, là aussi. Alors, c'est très, très intéressant de voir ça sur le même territoire. Tantôt, quand on a dit qu'on faisait partie de la grande histoire, ici, il y a 14 000 ans, le glacier reculait, les hommes préhistoriques arrivaient 12 000 ans, mais les grottes de Lascaux, c'est il y a 17 000 ans. C'est pas si loin que ça. Les pyramides d'Égypte, c'est il y a 7 000 ans. Alors, on peut dire qu'on fait partie de la grande histoire. Dans les 3 mots qu'on a retenus pour
bien raconter l'histoire de lac Mégantic, il y a le mot passage. Et je vais vous raconter l'histoire du colonel Arnold, américain, qui fait partie de ce récit-là de passage. On recule en 1763 où le Québec est sous le régime anglais. Et en 1774, le gouvernement britannique institue la loi, le Québec Act, qui permet aux Canadiens français, qui donne aux Canadiens français le droit à leur religion et à leur langue. Tout ça, ça crée la grogne chez les Anglais. Chez les Anglais, les Montréalais, les commerçants, les industriels anglais demandent l'aide de l'armée américaine pour venir attaquer Montréal et Québec, pour attaquer les Anglais. Ça fait que c'est comme ça que commence l'histoire d'Arnold. D'un côté, il y a Montgomery qui est à Montréal, qui défait Montréal assez facilement, sans bataille. Et de l'autre côté, on a Arnold, lui, qui part de Boston au mois de septembre, puis qui suit le chemin des Abénaquis. Et il va passer par la rivière Dead, la rivière Arnold, la Kennebec, la rivière Chaudière. Il va passer en partie sur le lac Mégantic puis se rendre dans la rivière Chaudière. C'est son trajet, sauf que son trajet sera difficile. Arnold, avec ses troupes, il part avec 1100 hommes de Boston, comme je disais, au mois de septembre. Et le plus gros des problèmes, il les a rencontrés en traversant la rivière Dead et Kennebec et arrivé au lac des Araignées, où ils devaient faire du portage avec leur bateau. C'est sûr que rien n'était défriché. On voguait quand c'était possible, mais quand c'était le temps du portage, on avait des embarcations qui pesaient 400 livres, vides, sans leur équipement, qu'on devait transporter quand on croisait des rapides ou des chutes et compagnie. Ce qui fait que ça a rendu la vie des combattants très difficile. Surtout, en plus, il y avait des éclaireurs qui devançaient le groupe. Et les éclaireurs, malgré le fait qu'ils suivaient le livre de bord du capitaine, se sont trompés à la tête du lac, au lac des Araignées. Ils se sont embourbés dans le lac. Ça a été compliqué. Le passage a été vraiment compliqué. Et il y a beaucoup d'hommes il a perdu la moitié de ses hommes à ce moment-là. Il y en a qui ont démissionné, il y en a d'autres qui en sont morts parce qu'il y a eu des pluies diluviennes, il y a eu des problèmes, il manquait de bouffe. Le fait qu'ils défrichaient au fur et à mesure de leur trajet, ça faisait en sorte que le gibier s'éloignait de leur espace et ils ne pouvaient pas avoir de nourriture. Ça fait qu'à ce moment-là, ça leur a compliqué la vie. Ils se sont retrouvés aussi dans les marais du lac Mégantic où, en quelque part, il y avait tellement de succion du fond de la rivière qu'ils en perdaient leurs chaussures et c'était vraiment compliqué à naviguer. Ça a eu comme conséquence, en quelque part, que rendu ici à lac Mégantic le 29 octobre, il n'était plus que 15 bateaux pour prendre la rivière Chaudière sur les 200 embarcations du départ. Ils sont descendus ici. On se rappelle qu'il leur restait à peu près la moitié des hommes. Ils ont descendu de la rivière Chaudière. Ils ont encore perdu des équipements dans les chutes de la Chaudière un peu plus bas. Puis ils se sont arrêtés à Sartigan, où là, ils étaient vraiment mal pris. En quelque part, il manquait de nourriture, il manquait de bouffe. Il y a des colons beaucerons qui leur ont donné un coup de main, qui les ont nourris un certain temps. Parce qu'on se rappelle l'objectif. Il voulait aller attaquer Québec en passant par ici, alors que Montgomery, lui, partait de Montréal pour aller y donner un coup de main. Mais ils étaient tellement en piètre état qu'ils ont... Finalement, quand ils se sont rendus à Québec, il était trop tard. Ils n'ont pas pu attaquer. C'est comme une chance pour nous autres aussi, parce que si jamais ça avait eu lieu, tout ça, aujourd'hui, on serait peut-être des Américains. Quel que soit l'endroit où vous arrivez à lac Mégantic, soit par la 161 de Nantes, la 161 de Woburn ou 204 de Frontenac, on arrive dans les hauteurs, on descend dans les gradins pour s'en venir au centre-ville.
La majorité de la population demeure dans ce qu'on appelle les balcons. Ici, le parterre, sur le parterre, vous avez le centre-ville et le parc des vétérans. Notre scène, le lac que nous avons derrière, et pour les décors, on a les montagnes. Et pour l'éclairage, bien ça, l'éclairage, c'est tout à fait gratuit. Le soleil du matin, les couchers de soleil le soir, l'hiver, la lune, étoiles, tout ce que vous voulez comme éclairage naturel, on l'a. Alors, c'est merveilleux de demeurer dans un endroit comme ça. J'aimerais rajouter aussi, dans mes recherches pour l'histoire de lac Mégantic, j'ai découvert que lorsque les troupes d'Arnold ont enfin traversé la ligne du partage des eaux, sont arrivés à Woburn. Et à Woburn, dans leur carnet, ils écrivent que c'est « a beautiful meadow avec large elms ». Ça veut dire qu'ils sont arrivés dans une clairière, une prairie merveilleuse avec des ormes énormes, majestueux. Et ici, dans le parc, on a plein d'ormes et on est très, très attachés à ces ormes-là. Pour moi, c'est devenu un arbre emblématique. Très souvent, quand on rencontre les gens, ils nous font remarquer qu'à Québec, sur les plaines d'Abraham, même sur la Grande Allée, il y a beaucoup d'ormes aussi. Alors, ça semblerait que c'est un arbre qui pousse dans notre région. Fait que c'est très important qu'on continue à en planter. Et c'est un arbre parasol qui n'enlève pas la vue. On peut voir notre belle montagne. Parmi les événements uniques qu'il y a eu dans la région, il y a l'histoire de Morrison, du hors-la-loi de Mégantic. Je vous raconte son histoire. C'était non seulement le hors-la-loi de Mégantic, mais c'était le hors-la-loi de l'histoire du Canada. On est en 1888. Donald Morrison est fils de fermiers qui ont une terre au nord de la ville. Les parents sont victimes des usuriers, des notables de la ville qui sont usuriers, qui leur prêtent de l'argent pour acheter la terre en question. Et déjà au départ, sur un montant de 1100 $ qui avait été promis, le notable gardait 400 $ en garantie au départ. Les gens s'installent sur la ferme, puis les parents de Morrison sont quand même... Ils n'ont pas beaucoup d'éducation, ils ne connaissent pas les valeurs de l'argent et compagnie, c'est difficile. Puis aussi, ils n'ont pas beaucoup d'argent, ce qui fait que leur situation est difficile. Donald décide d'aller dans l'Ouest travailler comme cow-boy avec les chevaux sauvages et à tout bout de champ envoie de l'argent à ses parents pour pouvoir les aider à payer leur nouvelle maison. Les parents remboursent leurs créanciers, leurs prêteurs, mais il y a toujours, le prêteur ne note pas vraiment les montants, les bons montants, et finalement, il profite d'eux. Puis au retour de l'Ouest, Donald voit que ses parents ont perdu la ferme au nom d'une autre famille qui a pris la place. C'est que le prêteur les a mis dehors pour les remplacer par une autre famille, les familles de Duquette. Vexé par la situation, Donald, lui, il va commencer à faire des mauvais coups à cet endroit-là. Il y a une balle qui est tirée à travers une fenêtre qui brise une horloge à l'intérieur de la maison. La grange est incendiée. Ça fait que les autorités ont vite fait de trouver un présumé à ces actions-là. Puis Donald se sauve en cavale une première fois. Puis ce qui est particulier de la situation, c'est que Donald, c'est un Écossais. Et dans la région, c'est les Écossais qui ont développé la région. Et les Écossais le protègent parce que, justement, on considère que les parents ont été victimes d'un usurier et que c'est injuste. Si bien que les autorités ont de la misère à recruter quelqu'un qui voudrait retrouver Donald qui est en cavale. Finalement, ils décident de choisir un shérif américain
peu connu, mais un trafiquant de boissons, là, un bon Jack, quoi. Il s'appelait Jack Warren. Et Jack Warren est venu ici dans le but de, justement, de trouver Morrison, et étant donné qu'il n'était pas connu, ça semblait plus facile pour lui d'avoir Morrison comme proie. Et sur la rue Maple de l'époque, devant l'hôtel Queens, une bonne journée, Warren était à l'hôtel et Morrison est arrivé en ville. Et sur la place publique, il y a eu un duel et Morrison a tué Jack Warren. Et il est reparti en cavale. Toute cette cavale-là a duré 10 mois. On a mis les policiers de Sherbrooke, Québec, Montréal pour essayer de rattraper Morrison, mais encore là, les Écossais le protégeaient. Ils se promenaient à Stornoway, à Bury, et ainsi de suite. Il y a même des gens qui laissaient de la nourriture sur le pas de leur porte au cas où Donald passerait par là pour qu'il puisse au moins manger. On l'a vu aussi à une fête des légendes à Stornoway, mais il était introuvable parce que justement, il était protégé. C'est Pierre Leroyer, qui était un personnage quand même unique lui aussi, qui ont tendu un piège à Morrison plus tard. Ils ont simulé une trêve pour l'attirer. Pierre Leroyer est un personnage particulier parce que c'est un Français qui était marié à une Amérindienne du coin. Puis sa particularité, c'est qu'il avait dressé un orignal comme on dresse un cheval, avec un licou et tout. Et ça en faisait un personnage unique ici dans le coin. Néanmoins, il a aidé à attirer Morrison. À ce moment-là, il était près de ses parents à Milan. Puis quand ils l'ont eu à l'œil, ils ont tiré une balle dans une jambe. Ça fait que, à ce moment-là, ils l'ont récupéré, ils l'ont transféré à... Il y a eu un procès. Durant le procès, le jury était compatissant à l'égard de Morrison, mais le juge, lui, ne l'était pas. Ça fait qu'il a hérité de 18 ans d'emprisonnement pour le meurtre qu'il avait commis. Et à partir de ce moment-là, Morrison s'est laissé mourir en prison. Au bout de 5 ans, sa condition a changé, puis la veille de son décès, il avait été transporté à l'hôpital, mais il est mort le lendemain. Puis on l'a de Sherbrooke, il était à Sherbrooke à ce moment-là. De Sherbrooke, on l'a expédié à Milan par le train sur un wagon, comme si c'était un colis sans importance. Ce qu'il y a de particulier, dans le cimetière à Gisla, à Milan, où est enterré Donald Morrison, sur le monument apparaît la date. La date de décès n'est pas l'année de sa mort, c'est l'année du moment où il a été emprisonné. C'est un clin d'œil qu'il faisait parce qu'on a considéré que Donald Morrison était mort le jour de son arrestation. Donc, au début, on parlait de 3 mots pour raconter l'histoire. Destination, passage, puis unique. Juste pour ajouter un petit détail pour la destination, il faudra aller voir dans la brochure la photo de plage de la fin du 19e siècle, où vous allez voir les gens qui vont en pique-nique avec des grandes robes blanches, vêtues avec veston, et vous regarderez la photo d'aujourd'hui où 3 jeunes filles rentrent dans l'eau en bikini. C'est parce que les Méganticois, ce n'est pas une ville reculée, ils ont compris depuis longtemps c'est quoi le réchauffement climatique. Le train, c'est fondamental parce que avec l'arrivée du train, il est passé à Lac-Mégantic quantité de personnes, quantité de gens. D'abord, une partie de l'Ouest canadien, quand le port de Montréal était fermé, bien, les gens qui arrivaient d'Irlande ou d'Écosse ou de Russie, même les doukhobors russes arrivaient de Russie, eux autres arrivaient par bateau à Halifax ou à Saint-John, Nouveau-Brunswick, prenaient le train et, première rencontre, c'était à Lac-Mégantic, le train s'arrêtait parce qu'il fallait changer d'équipe, recharger le train de nourriture et de victuailles. Et là, ces gens-là qui ont peuplé l'Ouest passaient par dizaines de convois par jour, à des centaines de convois
vers 1910. Donc, la Saskatchewan a multiplié par 10 sa population dans cet espace de temps-là. Tous ces gens-là arrêtaient à Mégantic l'hiver. C'était des gens pauvres, bien sûr. Quand on parle des Irlandais, des Écossais, des Polonais, des Ukrainiens, on comprend qu'il n'y avait pas de richesse. Il est même arrivé qu'un de ces immigrants-là, à l'hôtel, parce qu'il faut se situer aussi, hein, à l'hôtel, il s'est fait voler son butin dans le train et s'est suicidé dans la salle de l'American Hotel. Montrer le désespoir, parce qu'on venait chercher ici une autre vie, finalement. Fait que ça, ces gens-là ont passé ici. Qui est-ce qui a passé en plus à Mégantic? Tous les soldats de la guerre de 14-18, de 39-45, qui sont allés sur les champs de bataille, sont passés par lac Mégantic. Et ça, c'est assez drôle parce que quand les soldats arrêtaient ici, on les faisait parader sur la rue Frontenac, bien sûr pour des fins de se dégourdir les jambes et bien sûr du recrutement à travers tout ça. Mais vous savez comme moi que les soldats ont les coudes bien huilés et ils aimaient bien boire un verre. À un moment donné, ça a été poussé trop loin et on a interdit au train de s'arrêter à Lac-Mégantic. Il devait passer à 5 000 à l'heure et là, sur le quai de la gare, on jetait le sac de poste et il y a des petits gars astucieux qui ont compris vite qu'il y avait un petit peu d'argent à faire. Ils sont allés derrière les hôtels, ont ramassé des flasques vides, les ont remplies d'eau et couraient à côté du train. Whisky, whisky, whisky. Et là, les soldats baissaient la fenêtre, tant bien que mal, donnaient la monnaie, ramassaient le flasque, mais c'était trop tard. Ils ne pouvaient pas sortir du train pour aller botter le derrière des petits impertinents. Mais vous voyez que l'atmosphère de cette époque-là, parce que l'atmosphère, il faut la comprendre, parce que Lac-Mégantic a eu longtemps la réputation d'être une ville de saloon, de bordel et de jeux. Et en 1881, il n'y avait pas 200 habitants à Mégantic, mais savez-vous combien il y avait d'hôtels? 7. En 84, il y avait 9 hôtels. Fait que vous imaginez ce qui se passait les fins de semaine. Tous les gens prenaient le train parce que le train arrêtait partout pour ramasser des chasseurs, pour ramasser... Et tous les bûcherons, qu'ils viennent de Scotstown, de Dorset, qu'ils viennent de la Beauce, qu'ils viennent du Maine, ça descendait à Lac-Mégantic, prendre un verre, bien sûr, et consommer de l'alcool en quantité. Et puis ensuite, bien, vous imaginez qu'il y a plus d'étrangers dans la ville que de citoyens. Et les écarts de conduite, vous les comprenez, de sorte que on était obligé de voter assez rapidement un règlement. Un des premiers règlements à être voté, c'est interdiction de se baigner sans costume de bain. Enfin, vous imaginez, hein, interdiction de jeu, etc. Ça veut donc dire que tout ce monde-là sortait des camps de bûcherons, remplis de poux, ou si vous voulez, sales, ils venaient se laver dans le lac. Et probablement que les bourgeoises du temps, écoutez, ça avait le taux d'hormones était dans le plafond, là. C'est tout du jeune mâle, ce qui était ici. Et les bourgeois ne devaient pas être très contents, de sorte que la loi s'est votée assez rapidement. C'est amusant de le constater, de voir que c'était à Lac-Mégantic, donc dans l'Est, l'atmosphère de l'Ouest qui se vivait. Parce que si Donald Morrison a fait un duel, c'est qu'il portait l'arme à sa hanche. Il ne devait pas être le seul. Fait que vous voyez, si vous avez regardé, on parlait tantôt des belles histoires des pays d'en haut, bien, c'est ça. C'était ça, Mégantic. Quand vous regardez ça, c'était le même brouhaha, même effervescence. D'ailleurs, la ville, dans son architecture, traduit ça. L'architecture Boomtown, dont Diane parlera tantôt, pour vous expliquer que c'est cette époque-là, 1900. Ce qu'il faut remarquer, on dit souvent que Mégantic, c'est le bout du monde. Et ces gens-là n'ont rien compris, là. Ce n'est pas le bout du monde, c'est le commencement du monde. Si vous allez au centre-ville, vous regardez le viaduc. La route 204 commence là, au viaduc, et elle s'en va mourir à Saint-Jean-Port-Joli. La 161 commence à Woburn. Avant, elle traversait la ville. Maintenant, elle suit la voie de contournement pour aller mourir à Trois-Rivières. Vous avez sous vos pieds, vous êtes sur le pont Agnès, c'est une rivière chaudière qui commence là. Tu sais, vous allez partout ailleurs, vous allez voir une rivière, vous ne savez pas d'où elle vient, ni où elle va. Ici, vous savez qu'elle commence ici, que 185 km plus loin, elle va se jeter dans le fleuve, qu'il y a 14 chutes quelque part
en descendant, mais que ça vous aide à comprendre aussi tous le problème que les troupes d'Arnold ont dû avoir. Vous avez ensuite le pont de la rivière Chaudière. Ce pont-là a été construit en 1881 pour traverser la rivière parce qu'en 1867, on avait promis une voie ferrée coast to coast, d'un océan à l'autre. Et là, elle s'est terminée en 1885, cette voie ferrée-là. C'est dans un temps record. Nous, on a un petit bout de voie ferrée à faire, puis ça va prendre 10 ans. Puis, le plus drôle, c'est qu'en 1923, la voie ferrée entre Lac-Mégantic et Farnham, tous les rails ont été changés dans 10 jours, sans perturber la circulation des trains. Il y avait une multitude d'équipes qui changeaient les rails, puis le train passait, puis changeait. Quand on veut, on peut, tout simplement. Donc, le Lac-Mégantic, ça a été une ville assez mouvementée. Et ça m'amène à l'imaginaire, parce que vous allez voir ça un peu dans le livre, si vous regardez bien les montagnes, si vous regardez bien, vous allez voir 7 têtes de profil couchées sur le dos qui regardent le ciel. Vous ne le savez pas, hein? Mais ce sont les 7 nains. Parce que c'est le répertoire le repère de Blanche-Neige. Parce qu'eux autres, ils attendent que Blanche-Neige vienne les border. Puis je vous le jure, sur la montagne, quand il y a une bordée, il y en a une bordée. Hein? Et si vous voulez savoir si les nains sont là, vous regardez le matin, s'il y a des petits nuages floconneux, c'est qu'ils sont en train de fumer leur pipe, ça va bien. Mais si c'est un ciel noir, puis vous entendez gronder, c'est parce qu'ils sont dans la forge, puis ce sont les nains qui hannent. Mais que fait Blanche-Neige avec les 7 nains, qui ont la réputation dans l'histoire de représenter les 7 péchés capitaux? Blanche-Neige, 7 péchés capitaux, 7 jours de la semaine, on comprend pourquoi Mégantic avait une réputation de saloon, de bordel et de compagnie, là, si on s'amuse un peu avec ça. Donc, regardez, vous allez regarder les montagnes un peu autrement, j'espère, à partir d'aujourd'hui. Ça, c'est un petit peu l'imaginaire, mais il y aurait autre chose. Parce que vous savez qu'il y a dans le lac le chant des baleines. Mais ça, vous lirez le livre. On parlait tantôt d'hôtels. Je vais juste vous les nommer, les hôtels. Le Prince of Wales, qui est devenu l'Hôtel Union, qui est devenu le Royal. Le Victoria, qui est devenu le Lakeview, qui est devenu le LaSalle, qui est devenu l'Auberge. Après ça, vous allez avoir l'Hôtel Nantais. L'Hôtel Nantais, c'est où était Paul Lachapelle anciennement, Chocolat Passion. C'est encore là qui existe, mais ce n'est plus un hôtel. C'était l'Hôtel Nantais parce qu'en 1881 est arrivé 40 familles françaises à Lac-Mégantic pour installer un moulin à farine, un moulin, une scierie, un magasin général et un hôtel. Et ils ont fini par faire faillite. Lac-Mégantic a la réputation d'être une ville cosmopolite parce qu'ici, c'est croisé toutes sortes de gens qui venaient de partout. Ce n'est pas comme un petit village de la Beauce où c'est pratiquement uniquement des Canadiens français. Ici, il y avait des Anglais, des Écossais, des Irlandais, il y avait des Abénaquis, des Canadiens français, des loyalistes américains, des Syriens, même un Chinois. Fait que vous voyez, plus que ça, l'élite, elle était une élite industrielle, anglaise, instruite. Tandis que les Canadiens français, c'était plutôt des agriculteurs et des ouvriers. Et entre ces deux-là, il y a toujours eu des tensions. Pas des tensions qui vont susciter des bagarres, mais une tension dans le sens qu'ils étaient sur 2 planètes différentes. Juste à propos des barrages. La population de Lac-Mégantic voulait un barrage sur la rivière pour attirer des industries à Mégantic. Mais les industriels locaux ne voulaient pas parce qu'ils auraient été en concurrence, ils auraient dû payer plus cher leurs employés, etc. De sorte qu'à chaque fois qu'il y a eu un référendum, il y en a eu plusieurs référendums, même si la population votait majoritairement, puis largement majoritairement, pour un barrage sur la rivière, les référendums étaient toujours battus. Parce que pour l'emporter, il fallait l'emporter en nombre de votes et en valeur foncière. Et on comprend que l'élite, en valeur foncière, l'emportait assez facilement. Et ça a toujours été comme ça avec l'élite à cette époque-là. Par exemple, de 1890 à 1920, il y a eu beaucoup de penchants pour les industriels. On leur donnait des subventions,
on payait 5 du salaire, on les exemptait de taxes de taxes municipales, on leur donnait des concessions forestières. On ne pouvait pas être plus à genoux que ça devant l'élite. C'est ça qu'on se rend compte du pouvoir que... Mais ça se jouait à ce moment-là. La prohibition a été votée en 1910, parce que le curé Choquette de l'époque est un personnage, une personnalité dont il faudra toucher mot tantôt. Le curé Choquette a fait une grosse campagne. Les Anglais, l'élite était contre l'alcool, bien sûr, on peut le comprendre, tandis que les Canadiens français, eux autres, étaient plus tolérants. Oh, il y a moyen. De sorte que, par exemple, en 1905, on a réussi à fermer les hôtels des deux côtés de la rivière. Parce que ça, c'est intéressant. La rivière était une frontière à un moment donné. Vous aviez Mégantic d'un côté, vous aviez le village d'Agnès de l'autre côté. Et quand on fermait les bars d'un côté, les gens traversaient de l'autre bord. Et en 1905, on a réussi à fermer les deux côtés en même temps, mais la grève a duré à peu près 24 heures parce que les hôteliers ont barricadé leurs hôtels et quand les trains arrivaient avec les passagers, ils donnaient l'adresse du maire. Et ça n'a pas été très long qu'on a réouvert les hôtels, mais les abus, parce que c'est sûr que l'alcool a fait des ravages et que les gens, souvent, ont tendance à boire leur paye et les enfants manquaient de nourriture. Et le curé a travaillé très fort pour la prohibition qui a été votée de 1910 jusqu'à 1924, Mégantic, une ville sèche. Il faut s'entendre qu'il y avait des bootleggers, il y avait toutes sortes de ça. Mais il y a des astucieux, encore une fois. L'alcool, on dirait que ça donne du génie, là. Tantôt, on le vit avec les enfants, mais on a construit ici, au bout du quai, une cabane. Et on vendait du whisky. Pourquoi? Parce que les eaux, tout le monde le sait, c'est de juridiction fédérale. Tandis que sur le sol, on est sur la juridiction provinciale. Il y avait même un monsieur qui avait ses habitudes sur ce bar-là et qui prenait tellement un coup que l'hôtelier devait le coucher dans sa voiture et donnait une tape sur la fesse du cheval et le cheval ramenait son propriétaire à la maison. C'était sa routine, tout simplement. Mais on voit l'importance qu'a eu l'alcool à Lac-Mégantic jusqu'en 1910. On parlait de la frontière qui était la rivière qui était une frontière. Du côté du village d'Agnès, c'était la juridiction, ça, de Saint-Joseph. C'était le canton de Spalding et le comté de Beauce, si je me souviens bien. Tandis que de ce côté ici, côté Mégantic, c'est le district judiciaire de Sherbrooke, c'est le canton de Whitton, puis c'est le comté de Mégantic, aujourd'hui. Vous voyez que selon l'endroit où vous étiez arrêté, votre procès avait lieu soit à Sherbrooke, soit à Saint-Joseph, mais c'était vrai pour les bars, c'était vrai avec toute cette dimension-là. On a joué amplement avec ça. Mais Lac-Mégantic a réussi à régler ce problème-là en 1907 avec la fusion des deux villages. Et là, c'est devenu plus unifié. Mais ça a pris 1907. Sauf que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tous les procès-verbaux, puis tous les conseils municipaux avaient lieu en anglais jusqu'en 1896 à Mégantic, jusqu'en 1907 au village d'Agnès, même si les Canadiens français étaient à plus de 90 majoritaires. Ça a pris la fusion pour qu'à un moment donné, il y ait un Canadien français, un maire qui décide que ça se ferait en français. Ce qu'il faut souligner, c'est que avec la tragédie, Lac-Mégantic a changé de visage, complètement. Avant, le centre-ville était orienté nord-sud. On pouvait traverser la rue Frontenac sans même apercevoir le lac. Tandis qu'aujourd'hui, le centre-ville est orienté est-ouest. Donc, il est tourné vers le lac. Il y a 5 fenêtres qui donnent sur le lac. Il y a le parc J.-Émile Cloutier, il y a le boulevard Stern, il y a la nouvelle place qui va s'en venir près de Belle-Canada, l'édifice Belle. Vous avez la rue Thibaudeau et le parc des Générations. On s'est ouvert sur la beauté du monde depuis ce temps-là. Et ça, c'est intéressant de le noter parce que Ville-Citaslo, ville qui se veut plus près de la nature, bien, c'est résolument tourné vers la nature, vers les piétons, les cyclistes, etc. Et pour une petite ville qui était bien axée sur la voiture, c'est un gros progrès. Bon, on a parlé bien sûr de destination, de passage, de tout ce qui a passé à Mégantic, mais il y a du côté unique, non seulement on a un paysage unique, on a des personnalités uniques. Il faut parler du curé Choquette, qui avait la réputation d'être le curé le plus original au Canada.
C'est un curé assez original parce que non seulement il s'occupe de religion, mais il est le fondateur de la première compagnie d'électricité à Lac-Mégantic et sa compagnie se situait à peu près où se trouve aujourd'hui la Légion canadienne. C'était de l'électricité produite avec de la vapeur. Mais ce curé-là, avant même d'arriver à Lac-Mégantic, était un curé, au point de vue énergétique, autonome. Il fabriquait ses propres éoliennes. On est en 1880 quelque chose. Son presbytère est éclairé par ses propres éoliennes. Ici, il fonde une compagnie d'électricité, grimpe lui-même dans les poteaux pour réparer les transformateurs. C'est un photographe. Il est même devenu le photographe officiel de la compagnie CPR. Ils lui ont payé des voyages pour aller photographier à Banff. Vous imaginez? Puis ce curé-là aimait truquer ses photos. Ce qui inquiétait bien des gens. Qu'est-ce qu'il va me faire? Etc. Mais c'était un joueur de tour. Il y avait même, dans son presbytère, électrifié des fauteuils. Fait que les gens qui venaient le voir, lui, il avait un petit bouton sur son côté de bureau, appuyait là-dessus, envoyait des petits chocs électriques. Sérieusement, quand l'autre découvrait le tour, bien, il devenait complice pour le suivant, etc. Fait que ça vous donne une idée de ce curé-là, qui est à la fois, qui annonce la lumière divine, mais qui donne aussi la lumière, l'électricité dans le centre-ville. Puis quand il négocie avec la ville, si ça ne fait pas son affaire, il coupe le courant, jette la ville dans la noirceur. Et c'est un colosse, parce qu'il rentrait dans les bars, parce qu'il a travaillé beaucoup pour la prohibition, puis avec sa canne, il vidait les tables. On ne peut pas imaginer ça aujourd'hui. Il ne s'en sortirait pas indemne, là. Mais il disait aux gens, bien, écoutez, allez acheter de la nourriture pour vos enfants avant de la boire. Il n'y avait pas tout à fait tard. Mais on voit que ce curé-là est un curé différent des autres. Première voiture à essence en 1909 à Lac-Mégantic, premier bateau à essence en 1901. Fait que vous voyez la couleur du personnage. Ça, c'était ce personnage-là. L'autre, bien sûr, on l'a vu Morrison, on a vu aussi Le Royer, tout simplement. On va terminer avec l'architecture locale et la verrière de la ville. Très souvent, les gens nous demandent très poliment si on veut parler de la catastrophe. Mais ce qui est évident, c'est qu'on a perdu beaucoup de notre architecture. Le centre-ville a disparu. Alors, bon, moi, j'essaie de leur expliquer que le centre-ville, c'était des édifices qui ont été construits à la manière boomtown qu'on appelle. La majorité, c'était des édifices carrés ou rectangulaires avec 3 étages. Les fenêtres étaient assez symétriques en avant. Il y avait des beaux grands appartements dans ces maisons-là. Les commerces étaient au premier étage, les loyers étaient en haut et les corridors, les marches étaient à l'intérieur. Plusieurs de ces bâtiments avaient aussi des galeries. Des galeries, c'est tellement important, des galeries. Pour le centre-ville, à part, qu'est-ce qui nous reste? La gare, c'est quand même un des édifices patrimoniaux qui nous reste. L'hôtel de ville a été construit dans les années 60, mais c'est quand même très bien conservé. Et on peut voir aussi là, ce qui est intéressant avec la mosaïque qu'il y a à l'avant, elle est restée là. Ça a été construit même en même temps que l'hôpital. Pour ce qui est de ici, près du parc et sur la rue Agnès, c'était les maisons bourgeoises. Les maisons sont quand même assez cossues. Il y en a plusieurs qui sont parties, évidemment, là. Mais c'était ce secteur-là où c'était les gens, les notaires, les médecins, ceux qui possédaient les compagnies qui demeuraient là. Maintenant, le quartier nord, c'est en haut de la voie ferrée. Là, c'est des terrains qui sont très étroits, mais très profonds. Plusieurs maisons avaient même des étables ou un endroit pour garder le cheval. Les toits sont pentus, soit du côté de la rue ou soit de l'autre côté. Et plusieurs avaient des galeries des 2 côtés. Ils faisaient 2 côtés de la maison. Maintenant, on en voit moins parce que, étant donné que les terrains étaient étroits, ils ont enlevé une partie pour pouvoir mettre les autos ou les garages. Parce qu'aujourd'hui, bien, on ne peut pas laisser l'auto l'hiver dans la cour. Hein? Il y a le secteur Fatima.
Là, c'est plus des petites maisons beaucoup moins spacieuses que celles que l'on retrouve dans les anciens secteurs aussi. Il faut dire qu'il y avait des nombreuses familles. Ce que je veux oublier de dire par rapport au secteur nord, la rue descend vraiment, ils descendent tout en pente vers la ville. Et moi, mes ancêtres ont tous travaillé pour le Canadien Pacifique. Grands-parents, oncles, mon père, mes frères. Et ma grand-mère, quand elle voulait savoir à quelle heure mon grand-père arrivait, elle allait sur le pas de la porte, puis les femmes du CPR, ils regardaient en ligne directe vers la gare et ils savaient si les trains étaient rentrés, oui ou non. Maintenant, il y a un secteur qu'on oublie beaucoup. C'est le secteur où j'ai passé mon enfance, c'est le secteur du camp militaire. Le camp militaire qui est en haut de la butte complètement, dans les gradins. C'est des petites maisons carrées ou à peu près carrées. Et puis, il y en avait des huttes, on appelait ça des huttes longues, nous. C'était des maisons qui étaient là quand le camp militaire existait. Après la guerre, quand les soldats sont revenus de la guerre, ces maisons-là leur ont été offertes pour qu'ils puissent développer le secteur. Et s'ils acceptaient, ils la payaient pas cher. Puis tranquillement, le secteur du camp militaire s'est développé. On était assez nombreux pour avoir une école. On avait une école au camp militaire. On n'avait pas besoin de venir en ville. On avait tout pour s'amuser là-bas. Une autre chose que j'aimerais attirer sur la bibliothèque. La bibliothèque Nelly Arcan est aussi une bâtisse que je considère patrimoniale. Cette bâtisse-là a été construite en 1946 par un groupe de gens qui voulaient attirer des industries. C'était le premier incubateur pour trouver des industries. Et plusieurs des soldats qui sont revenus de la guerre ont travaillé sur le bâtiment. Le bâtiment est resté tel quel, c'est les mêmes planchers, même plafond, même structure. Alors, on ne le voit pas, il n'est pas dans le paysage, mais la bibliothèque Nelly Arcan fait partie de notre patrimoine. Alors, ça résume à peu près, ça vous donne une idée. Ce qui s'en vient, ça se construit un peu comme le Boomtown, avec des bâtiments ou des choses en bas qui sont soit des commerces ou des médecins ou des notaires. Et le haut va être des loyers. Et aussi, ils vont conserver un peu de décoration comme il y en avait sur les édifices Boomtown. Ce qui m'amène à un des édifices qui est le unique, c'est notre église. Notre église qui, au départ, était construite pour être une église romane. Je crois qu'ils ont dit la messe dans le sous-sol de l'église pendant une dizaine d'années. Après, les plans ont changé, puis est devenue une église néo-gothique, gothique flamboyant. Flamboyant, ça veut dire qu'il y a beaucoup de détails d'architecture après. Maintenant qu'elle est éclairée, on voit très, très bien les différences. On voit que c'est le granit en bas. Ils ont mis des accents en granit à différents endroits qu'on ne voyait pas avant. Et le monsieur curé, le curé Choquette, lui, à ce moment-là, il était là quand ils ont construit l'église. Et il a appris qu'il y avait un vitrail, une verrière, parce qu'une vitrail, c'est un peu plus petit, mais il y avait une verrière qui pouvait être disponible dans la paroisse de l'Immaculée Conception à Londres. Il avait un ami qui était là à ce moment-là, un ami qu'il avait connu dans les environs mon Dieu, je ne me rappelle plus exactement, Brompton, quelque chose comme ça. Et que cette verrière, et il a fait refaire l'arrière de l'église pour recevoir ce vitrail-là. Ce vitrail, c'est une merveille. Il a été classé par le gouvernement du Québec en septembre 2017. Il a été fait dans les ateliers de M. Wallis à Londres. Et ce monsieur-là avait étudié en Allemagne. Donc, il était fait d'une façon différente. Il a sa signature, ses couleurs. On le sait vraiment. Et même, il est daté. On sait qu'il est daté de 1848. L'été dernier, il a été démonté pour être nettoyé à Montréal.
Et il est revenu à l'Église, mais c'est dommage, on n'a pas encore eu le temps de le voir parce qu'est arrivée la pandémie et ils n'ont pas pu faire l'inauguration. Je ne vous en dis pas plus parce qu'il va y avoir un documentaire fait par Radio-Canada sur cette belle découverte qui appartient maintenant au niveau du patrimoine québécois. Alors, je vous invite à vous tenir au courant et puis on va en apprendre davantage sur l'Église, le vitrail et M. Choquette. Maintenant, vous avez un aperçu de ce que vous allez trouver dans la brochure Lac-Mégantic raconté. Bien sûr qu'on ne vous a pas parlé du docteur Grégoire qui se vante de ne pas être allé à ses noces. On ne vous a pas parlé des anecdotes animalières ni de la maison de la rue d'Orsonnance, mais vous allez tout trouver ça là-dedans. C'est juste pour terminer, je veux que vous réalisiez bien qu'un Greeters, ce n'est pas un guide touristique. Le guide touristique, lui, il est axé sur l'information, tandis que nous, ce qu'on veut, c'est raconter l'histoire de Lac-Mégantic avec, en se donnant le droit d'avoir des opinions, tout simplement. Ce sont des citoyens bénévoles et vous pourriez en faire partie. Puis d'ailleurs, si jamais vous voulez faire une balade où on vous raconte cette histoire-là, bien, vous pouvez toujours vous inscrire. On peut le faire à la condition, bien sûr, de ne pas être plus que 6 personnes et de garder ses distances, bien entendu. Mais on est toujours à la recherche de greeters. Fait que si jamais le cœur vous en dit, vous seriez les bienvenus. Voilà. Au plaisir.